Bien, bonsoir à tous. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir Pierre Corvol, enseignant-chercheur en biologie connu et reconnu, qui a été administrateur du Collège de France, qui a présidé l'Académie des sciences et qui va nous parler aujourd'hui d'intégrité scientifique. D'ailleurs, lors de la rédaction de la charte des facultés de santé, c'est pas tellement pour tout ce parcours que je citerai volontiers Pierre Corvol, mais surtout pour le rapport qu'il a fait, 2016, demandé par Thierry Mandron, alors secrétaire d'État au ministère, au secrétariat d'État de l'enseignement supérieur et de la recherche, justement sur l'intégrité scientifique. Et je me souviens que dans cette charte, j'ai pris des passages entiers du rapport. Alors je n'ai pas plagié, j'ai cité mes sources, j'ai mis les guillemets, mais en tout cas, ce rapport a été pour moi quelque chose d'important dans la rédaction de sa charte des facultés de médecine et d'odontologie qui a été actualisée récemment. Donc un très grand merci à Pierre Corvol d'être venu aujourd'hui pour nous parler d'intégrité scientifique. Ça vient compléter la séance de septembre où on a entendu Michel Bergada nous parler de plagiat académique, ou Hervé Maisonneuve en décembre qui nous a parlé des revues qui se conduisent mal, dites prédatrices. Là, on va survoler beaucoup plus l'ensemble du champ de l'intégrité scientifique. Pierre Corvol. Merci beaucoup. Ça me fait quelque chose, franchement, parce que la dernière fois que je suis venu ici, pas dans cet amphithéâtre, mais au 3e étage du 91, c'était dans un laboratoire de biochimie, puisqu'on pouvait faire à la fois un internat avec de la biochimie et de la clinique. Et donc, mon DEA, en 68, on parlait de tout sauf d'intégrité scientifique. Donc, c'est une première pour moi que de vous parler ici d'intégrité scientifique. Et on va faire effectivement un tour d'horizon un peu chronologique et on va voir quels sont les défis, bien sûr, qui se posent à nous parce que rien n'est terminé. Les choses ont été très vite. 68, c'était hier, en fin de compte. Et vous allez voir que on va progresser encore dans ce domaine-là. Alors, l'intégrité scientifique, là, je reprends la définition du Code de la recherche. C'est l'ensemble des règles et des valeurs qui garantissent le caractère honnête et scientifiquement rigoureux de l'activité de recherche. Mais si vous faites un peu d'étymologie sur le mot, intégrité, c'est in, privatif, donc ne pas, et tangere, le verbe latin qui veut dire toucher, ne pas toucher, laisser intact, laisser pur, laisser dans sa condition initiale l'objet. Alors, on va parler d'intégrité scientifique, on va parler naturellement des manquements à l'intégrité scientifique, mais quand même, disons tout de suite d'emblée que la plupart des chercheurs sont honnêtes, moi j'en suis certain, et je crois que même s'il y a effectivement beaucoup de manquements à l'intégrité scientifique, les vraies fraudes, la falsification, la fabrication des résultats, le plagiat dont Michel Bergada vous a parlé, sont quand même très rares. Ceci dit, les limites de l'intégrité scientifique sont relativement difficiles à cerner et c'est bien la difficulté des petits manquements, des petites erreurs, des petites fautes qu'on croit vénielles, mais qui, quand elles s'accumulent, ne le sont pas. Alors, il faut bien distinguer cela des erreurs de bonne foi. On fait tous des erreurs, des fautes. J'ai dupliqué, sans le savoir, dans JBC, une figure. Et d'ailleurs, c'est assez curieux parce que celui qui a corrigé cet article n'a pas vu que j'ai mis 2 fois la même figure. C'est à l'issue d'un topo sur l'intégrité scientifique qu'un de mes anciens chercheurs m'a dit « Mais tu sais que… je ne savais pas. » L'éthique et les infractions à l'intégrité scientifique, c'est différent. L'éthique, c'est la réflexion que notre société doit avoir devant les progrès de la recherche et toutes les questions sociétales, socio-économiques, politiques que ces progrès posent. Et donc, il peut y avoir des infractions à l'éthique scientifique, mais encore une fois, qui n'ont rien à voir avec ce que nous appelons l'intégrité scientifique. La déontologie est un point important. Vous savez que il y a une loi en 2016 qui fait obligation aux fonctionnaires, d'avoir un comportement déontologique.
et qui leur donne aussi la possibilité de s'appuyer sur un référent déontologue. On va parler tout à l'heure des référents intégrité scientifique, mais il y a des référents déontologues au ministère de l'Enseignement supérieur, j'imagine à l'université aussi. Nous en avons aussi, nous, à l'Institut, à l'Académie des sciences. C'est important, mais ce n'est pas l'intégrité scientifique. Les conduites de harcèlement et escroquerie, ce sont des délits pénaux qui ne relèvent pas de ce que nous allons discuter. Et les conflits d'intérêts, évidemment, c'est important dans la mesure où ils peuvent générer des conduites, des malconduites, des méconduites dans la science, mais c'est quand même quelque chose de différent et dont je ne parlerai pas ici. Alors, il y a eu un moment heureux, même avant 68, donc, qui était celui d'une science pure, telle que la décrivait et la vivait. Henri Poincaré est quand même un mathématicien de première classe, et dans ses pensées, ses dernières pensées, il dit que la science est morale et qu'il ne peut pas imaginer, finalement, une science immorale et que la science doit servir comme un modèle de valeur et de vertu. C'est formidable. Mais à l'heure actuelle, le monde change. Il est mouvant. C'est ce qu'on disait avec Serge Jussan à l'instant. Il est mouvant, et là, il n'y a qu'à regarder, si vous voulez, l'explosion que nous avons. 2 à 4 millions de nouveaux articles scientifiques par an, avec une augmentation de 4%, essentiellement dans le domaine, en plus, de la biologie santé. Nous avons 350 000 chercheurs en France, avec une progression extraordinairement importante, notamment dans l'Asie du Sud-Est. Entre 14 et 18, on estime que l'effectif des chercheurs a augmenté 3 fois plus vite que la population mondiale. Donc, si vous voulez, il y a là de quoi imaginer une compétition féroce. Et donc, une pression aussi, naturellement, économique pour publier, on y reviendra, innover et breveter. Et enfin, comme il vient d'être dit, la multiplication des revues prédatrices, et je sais que Christian Franck-Bretono s'occupe particulièrement du sujet, je crois qu'on est à quelque chose comme 10 000 revues prédatrices, mais mon chiffre doit être sans doute en dessous de ce qui est la réalité aujourd'hui. Alors, les enjeux d'intégrité scientifique sont absolument essentiels. Comment pouvons-nous nous appuyer sur des résultats scientifiques qui s'agrègent les uns après les autres pour pouvoir constituer un socle de connaissances si la connaissance est mal rapportée, si les articles, qui sont finalement la manière dont nous avons de produire, de participer à la production, au passage du pays en matière de sciences, si ces articles ne sont pas fiables. Et la confiance du public vis-à-vis de la science peut en résulter, peut en être altéré. Alors, les conséquences, je trouve que le plus difficile pour nous, qui utilisons les données scientifiques en lisant la littérature, c'est une science irreproductible. Je vais vous l'illustrer dans un instant. Une perte de crédibilité dans la science. Alors, on le dit, mais c'est moyennement vrai. Ça dépend comment on regarde les statistiques des sociologues à l'heure actuelle. Le grand public, quand on prend des questions générales, a toujours confiance dans la science. Mais pas dans n'importe quelle science. Vous le savez très bien, dans la science nucléaire, on voit bien avec les débats à l'heure actuelle, la confiance est moindre que dans, par exemple, la confiance que le public peut avoir sur l'amélioration, je dirais, des espèces par des techniques génomiques qui peuvent pourtant poser quelques questions. Les conséquences dans le domaine de la santé et de l'environnement sont évidemment essentielles dans tout ce que nous allons discuter, de même que le coût financier. Par exemple, l'Office of Research Integrity aux États-Unis a estimé que le traitement d'une méconduite scientifique grave, c'est-à-dire d'une fraude, en fait, le RI ne s'occupe que des fraudes, ça coûte environ 500 000 à 1 million de dollars. Étant donné tout ce que ceci comporte. Là, je ne parle que du traitement pénal d'une fraude scientifique. Mais il faut savoir que ça peut coûter très cher aussi aux universités. Vous avez peut-être vu que, je crois que c'était à Duke University, il y a eu pour 120 millions de dollars qui ont été réclamés à l'université pour environ 16 protocoles complètement faussés qui ont été exhumés, si je puis dire, de la production scientifique. 120 millions de dollars, c'est quand même quelque chose. Alors, avant 90,
on peut dire, avant 1960, on peut dire que finalement l'intégrité scientifique, ça se résumait à des cas un peu spectaculaires de fraude. Rappelez-vous le journal ou le livre sur la souris truquée de Ward, où vous voyez en 73 effectivement les premiers cas où il existe manifestement une volonté délibérée, à savoir peindre en noir des bouts de peau de la souris pour faire croire qu'elle est capable d'avoir une greffe d'une souris qui est noire alors qu'elle-même est blanche. Et puis, il faut bien dire que c'est aux États-Unis que la prise de conscience sur une production scientifique qui peut être mauvaise a été révélée pour la première fois. Ça, c'est vraiment important. Et vous allez voir comment ceci, c'est intéressant sur l'histoire finalement récente de l'intégrité scientifique, comment les choses se sont construites pour arriver à nos jours maintenant, qui est la promotion de l'intégrité scientifique, qui est une science ouverte. Je trouve que c'est assez extraordinaire de voir que quand même en peu de temps, vous voyez, entre 80 et 2020, mettons, en 40 ans, grosso modo, les choses ont explosé. Et elles n'ont pas fini de faire travailler l'ensemble de la communauté. En fait, si on regarde, c'est en 74 que l'UNESCO fait des recommandations concernant la condition des chercheurs scientifiques. Et l'UNESCO, en 74, insiste précisément sur la notion de respect des données et insiste aussi sur le fait que les chercheurs sont soumis à des injonctions contradictoires et doivent donc être particulièrement rigoureux dans les rapports ou les publications qu'ils donnent. Et puis c'est dans les années 93, alors que Al Gore était à ce moment-là vice-président des États-Unis, il s'est intéressé à l'intégrité de la recherche et il a fait plusieurs rapports sur l'intégrité scientifique. Il a fait aussi des rapports sur le changement climatique. Il est plus connu pour cela. Et quand Al Gore, quand on lit un peu ce qu'il a écrit, il dit qu'il a été voir un certain nombre de grands médecins-chercheurs à Boston, en cardiologie, je ne cite personne, mais j'ai une idée très précise, où il y a eu plusieurs problèmes d'intégrité scientifique très tôt à Boston. Et Al Gore dit, j'ai été surpris de voir la désinvolture avec laquelle ces grands patrons traitaient des manquements ou des erreurs de jeunesse de la part de leurs chercheurs. Il y a eu une interpellation du Congrès par les citoyens américains sur le financement de la recherche. Ils ont estimé qu'en effet, c'était quand même un peu fort de payer des impôts pour une science qui n'était pas fiable, qui n'était pas reproductible. Et en 92 a été créé l'Office of Research Integrity, que j'ai visité lors de ma mission au moment de la production du rapport. L'Office of Research Integrity est resté pratiquement le même et profondément différent de notre Office français d'intégrité scientifique. Dans la mesure où l'ORI ne s'occupe que des fraudes, falsifications, fabrications, plagiat, il s'occupe pas des petites choses, si je peux dire, et ça se traduit par le pénal à la fin, avec jugement, et même sur le site, on voit un chercheur qui avait faussement publié des résultats sur un test pour le cancer de la prostate, qui se retrouve encadré de 2 agents du FBI qui l'emmènent se reposer ailleurs. Et puis vient le moment des chartes, déclarations, guides, principes. Vous en avez, avec la conférence des doyens, produit un. Et c'est très important que chaque communauté s'empare de cette question pour pouvoir adapter, en fin de compte, ces grandes règles au type de recherche qu'il produit. Voilà, on est à l'heure actuelle assez fourni en matière de guides et de principes, etc. Il faut savoir s'y rapporter de temps à autre, maintenant. Alors, je prends simplement l'affaire Wakefield. Vous la connaissez, mais je vais en dire 2 mots. Simplement pour montrer la lenteur avec laquelle les choses sont révélées. En 98, donc, c'est Wakefield qui rapporte 12 cas d'autisme chez des enfants vaccinés pour rougeole, oreillon et rubéole. Un relais médiatique extrêmement important a lieu.
Et c'est ce relais qui fait que, en partie à mon avis du moins, certaines communautés un peu fragiles se disent la vaccination et la triple vaccination chez l'enfant, ça peut être dangereux. Alors, il y a eu une reprise de ces données et en 2004, des journalistes qui avaient travaillé sur ce sujet réfutent la thèse de Wakefield. Mais le Lancet estime, après avoir revu les données, qu'il n'y a rien à voir et il ne persiste, il ne rétracte pas l'article. Et c'est finalement seulement en 2010 que cet article est rétracté. Mais comme vous voyez, l'affaire n'est pas terminée, même si Wakefield a été banni de l'ordre des médecins. Il est parti à ce moment-là aux États-Unis, il a un site, et il a obtenu des crédits pour produire un film anti-vax. Voilà. Et alors j'ai regardé hier quand même pour savoir, il y a plus grand-chose sur Wakefield, mais enfin, malheureusement, son influence, ça persiste comme une traînée de fumée ou un sillage qui n'est pas complètement éteint dans le domaine. Alors, vous connaissez les erreurs honnêtes que nous sommes tous, un jour ou l'autre, quand on travaille et qu'on manipule, amenés à malheureusement faire. Ça, c'est logique, hein, je veux dire, c'est pas des erreurs autres que non intentionnelles et qui ne rentrent pas dans l'intégrité scientifique. Les fraudes, je n'en parle pas, mais ce sont les pratiques discutables de recherche, je ne vais pas les détailler. Il y en a une qui est quand même importante, c'est omission. C'est les péchés par omission. Et alors là, je voudrais cibler quelque chose sur lequel, en médecine, on devrait être très sensible, c'est les essais cliniques. Comme vous savez, on est obligé, pour les essais cliniques, les essais thérapeutiques notamment, il y a des essais cognitifs et des essais thérapeutiques, de les répertorier à la demande de tous les gouvernements et notamment par la National Library of Medicine dans le site clinicaltrials.gov. Or, il y a à peu près 250 000 essais cliniques répertoriés. Apparemment, et là les chiffres sont relativement stables malheureusement d'année à année, c'est que la moitié grosso modo de ces essais cliniques ne sont pas terminés officiellement alors qu'ils devraient avoir un rapport de fin d'essai au bout de 2 ans lorsque le dernier malade est inclus, et ceci pose quand même un problème majeur, d'autant plus que c'est un problème plus académique que industriel. Les industriels, d'une manière générale, rapportent mieux les essais à l'issue de leur fin que ne le font les académiques. Donc c'est un gros problème de ne pas rapporter un certain nombre de résultats. Voilà, donc après, vous avez toutes les pratiques que vous connaissez qui sont ce qu'on appelle les pratiques discutables ou les pratiques critiques, enfin, il y a plusieurs thèmes pour le dire. L'intentionnalité de la fraude est finalement ce qui compte, mais il y a beaucoup de manières de truquer ou de modifier les résultats. N'oublions pas quand même, je sais que les référents intégrité scientifique sur le terrain, une de leurs premières préoccupations, c'est la paternité des articles, c'est-à-dire les gens qui disent et moi, on m'a oublié parce que je suis parti en postdoc alors que j'ai fait quand même l'essentiel du boulot. Pourquoi on a rajouté un tel alors qu'il n'a rien fait? Enfin bref, c'est un travail difficile. Alors, moi, j'avais été frappé en 2016 de cet article reproduit dans Nature sur la non-reproductibilité des résultats. D'abord parce que toutes les disciplines produisent des résultats non reproductibles. Et vous voyez, par exemple, même les chimistes, ça va jusqu'à 80% de résultats qu'ils ne peuvent pas reproduire eux-mêmes, mais aussi les autres. En rouge, c'est les autres, mais en rose pâle, en dessous, c'est moi-même. Autrement dit, un chercheur, suivant cette étude qui a été faite, n'est pas capable toujours de reproduire ses résultats. Donc ça pose quand même une sacrée question, et vous voyez que la biologie, la médecine fait partie du lot, mais c'est particulièrement troublant, notamment encore une fois aussi en termes d'essais thérapeutiques à cause des conséquences que ceci peut représenter.
cette non-reproductibilité des résultats, elle a plusieurs sources qui ne sont pas exclusives. Il y a des rapports biaisés, il y a d'une mauvaise méthodologie et une fraude à 40%. Mais aussi, et j'y reviendrai, une insuffisance de l'étude par les référés qui fait que voilà, ces résultats sont publiés alors que le référé est du plus strict sur la reproductibilité. Alors ces manquements à l'intégrité scientifique, à l'heure actuelle, on les repère. Il y a beaucoup de manière, ça s'est énormément enrichi le repérage des articles où existent des manquements à l'intégrité scientifique. Entre autres, vous connaissez PubPeer, qui a été créé par deux collègues qui se trouvent travailler d'ailleurs en France dans les neurosciences, avec l'idée au départ, discuter avec eux, au départ c'était finalement une sorte de journal club sympathique dans lequel on analyse un article et puis on ne comprend pas l'ensemble de l'article, à savoir la méthodologie, les résultats, c'est important d'en discuter. Puis progressivement, ceci a été mis donc sur le net de façon anonyme, c'est critiqué parce que en France, il n'y a pas je dirais, de révélation qui soit anonyme en matière d'intégrité scientifique. On doit être discret, bien sûr, et assurer la sécurité, mais l'anonymat n'est pas de mise. Donc PubPeer joue un rôle très important. Quand quelqu'un a un article qui est critiqué dans PubPeer, il commence à trouver que c'est difficile, et il faut donc savoir que c'est une manière, je dirais quand même, de révéler un certain nombre de résultats qui sont faux, volontairement faussés par leurs auteurs. Alors, les manquements à l'intégrité scientifique sont beaucoup plus partagés que les réseaux sociaux et médiatisés. Je prends l'exemple par la grande presse. Je vous avais vu la démission du doyen de la faculté, de Harvard, c'est pas rien, de la doyenne de Harvard, et d'autre part de Stanford, du président de l'université Stanford. Donc tout le monde sait ce qui se passe, même si dans le cas du président de la faculté de Stanford, je dirais que les données qui ont été critiquées ont été des données qu'il n'avait peut-être pas produites lui-même ou suffisamment surveillées. Alors le site Retraction Watch est un site qui au passage a été créé non pas par des institutions, c'est un site privé par des donateurs, et ce site montre très bien l'augmentation des articles rétractés. Vous le voyez, notamment au moment du Covid, évidemment il y a eu énormément d'articles et beaucoup d'articles malheureusement qui ont été rétractés. Voilà, les manquements à l'intégrité scientifique sont plus sanctionnés, c'est vrai, mais en France, la sanction, en dehors de cas très particuliers liés au plagiat éventuellement, ce ne sont pas des sanctions qui ressortent de l'ordre du droit pénal, c'est du droit civil. Donc, on peut mettre quelqu'un à pied, c'est une sanction très forte pour un temps limité, mais pour autant, il ne va pas être traîné en justice de façon pénale. Et puis, ces manquements sont évidemment plus préjudiciables dans la mesure où les résultats des recherches ont une importance cruciale en matière, bien sûr, de biologie santé, mais aussi en matière d'environnement, en matière de nucléaire et autres. Alors, le cas du LancetGate est intéressant. Vous l'avez suivi, c'était le 22 mai 2020. Cet article où il y a seulement 4 auteurs, un des 4 auteurs est quand même un de ceux qui avait donné l'essentiel des informations, puisqu'il fait partie d'une petite entreprise qui s'appelle Surgisphere. Donc il y avait un conflit d'intérêts évident, et c'est 96 000 patients qui correspondent à 671 hôpitaux, malheureusement, ont été avalés tels quels, si je puis dire, par les référés, et on n'a jamais pu avoir les données sources. C'est essentiel d'avoir les données sources pour pouvoir analyser des résultats d'une telle importance.
évidemment, l'article était très important puisqu'à la fin, on concluait que l'hydroxychloroquine ne permettait en aucun cas une amélioration des patients atteints de Covid et qu'en revanche, les troubles cardiaques, on savait déjà pouvoir être induits par ce médicament, étaient observés chez les patients traités. Alors, l'article a été rétracté. Il est difficile de savoir exactement comment catégoriser cette faute, dans la mesure où on n'a pas des données sources. Donc on ne sait pas exactement où s'est passée la faute qui aboutit très rapidement, 22 mai, 4 juin, à la rétractation. Je dirais que, en fait, il y a plusieurs fautes qui proviennent de l'absence de rigueur de toute la hiérarchie, si je puis dire, qui doit s'établir lors de l'analyse de résultats aussi importants. D'abord, les auteurs auraient donné la source des données, d'une part, les référés qui ont beaucoup travaillé, certes, mais enfin, il y avait quand même un manquement, même s'ils ont beaucoup travaillé, ils n'avaient pas toutes les données, donc ils étaient aussi assez limités. L'éditeur, c'est quand même très important pour lui d'avoir un papier ça fait une bombe. Quand il est sorti, quand il a été rétracté, ça fait une deuxième bombe. Dans ce cas-là, on en bénéficie toujours indirectement. Donc Richard Horton, quand même, a bénéficié, je dirais, d'une propagande. Et le Lancet a vendu plus qu'avant. Donc, si vous voulez, il y a eu tout un ensemble. Parce que l'intégrité scientifique, c'est pas uniquement le chercheur isolé dans son coin. Donc, il faut se dire que nous sommes tous responsables, collectivement, quelque part, du maintien, de la promotion de l'intégrité scientifique. C'est ce que nous faisons ce soir ici. Hein. C'est bien quand même la première fois qu'on voit dans différentes universités, organismes de recherche, une réflexion sur ces sujets-là. C'est extrêmement important. Alors, la conséquence, comme vous le savez, c'était la suspension du bras hydroxychloroquine dans l'essai Solidarité. Et tout de même, ça ne put qu'alimenter la critique sur les essais et autres que les anti-vax et d'une manière générale, les anti-scientifiques pouvaient alimenter. Et vous voyez, c'est ça l'ensemble des acteurs de la recherche. Les étudiants, les doctorants. Bon, on a les chercheurs. J'insiste beaucoup sur le fait que les investigateurs, les PI, les investigateurs principaux des contrats, les HDR, doivent réellement être des modèles, des exemples en matière d'intégrité scientifique. S'ils ne le sont pas, comment le sont-ils? Or, il y a toujours une tentation à la fin d'une thèse de dire, écoute, tu vas pas encore nous faire un truc avec ce point qui est aberrant et il va falloir quand même qu'on s'en sorte. On va publier tel quel. Voilà, ça c'est sans doute. Chacun doit d'ailleurs s'introspecter avant d'accuser les autres. Vous connaissez les animaux malades de la peste. Nous, on a tous un petit peu de la peste quand même. Hein. Il faut faire attention. Voilà. Les universités et les organismes de recherche ont un rôle important, de même que les évaluateurs, les éditeurs de journaux, les autorités administratives et les industriels. Moi, les industriels, c'est important. Je pense que, par exemple, et là, je parle un peu en connaissance de cause, mais je peux rien dire de beaucoup plus, c'est que la création d'une start-up se fonde sur un certain nombre de données, mais des données qui sont souvent des données en cours de construction. Elles peuvent avoir été publiées dans un journal prestigieux, certes, mais enfin, à partir du moment où il peut y avoir élaboration d'un plan pour pouvoir créer une start-up ou une mini-entreprise, c'est du lourd en termes financiers dans l'immédiat et en prospectif. Il faut faire vraiment là aussi extrêmement attention à ne pas être tenté par des dérives sur ce sujet. Alors, les éditeurs, comme je vois que Hervé Maisonneuve est là, je dois dire que les éditeurs font un bon travail. Vous avez l'International Committee of Medical Journal Editors, un comité d'éthique de publication. Vous avez, ça c'est pas les éditeurs, mais c'est une association qui s'appelle Equator, qui cherche à accroître la qualité et la transparence de la recherche en matière de santé, etc. Donc, si vous voulez, il y a quand même de la part de la communauté une prise en charge de toutes les communautés. Là, j'ai pris celle-là parce que c'est manifeste et ça date déjà de plusieurs années et c'est très souhaitable. Alors maintenant, la grande question, c'est est-ce que c'est fréquent ?
Alors moi, je crois que c'est difficile de répondre à la question, mais ça commence à bouger. On peut envoyer aux chercheurs des questionnaires anonymes. Je vais vous montrer 2 résultats obtenus récemment. L'un au CNRS, auprès des chercheurs du CNRS, auprès des chercheurs de l'INSERM. Les industriels s'arrachent un peu les cheveux parce que ils ont bien réalisé que un bon nombre d'essais cliniques pouvaient être arrangés. Ils appellent même ça récemment, j'ai vu ça dans Nature, des zombie trials. C'est-à-dire qu'il y a des faux malades qui se baladent dans les données. C'est quand même pas rien. Les éditeurs, on en a parlé. Les organismes de recherche, les universités peuvent essayer d'apprécier aussi, mais c'est très difficile. Quand j'avais fait le rapport avec tout le groupe, avec Ghislaine Filiatro notamment, on avait envoyé un questionnaire aux universités pour leur demander si elles avaient quantifié le nombre de manquements à l'intégrité scientifique de façon large, pas sur tel ou tel point. Eh bien, on n'a pratiquement pas eu de réponse valable pour appuyer nos propositions parce que finalement, cet observatoire qui est nécessaire de créer n'existait pas. Cette sensibilisation, et à seulement finalement 8 ans, n'était pas suffisante. Alors maintenant, il y a l'Office français d'intégrité scientifique a un rôle d'observatoire, enfin qui, pour l'instant, est encore à structurer. Je crois que, mais c'est un point important. Il faut qu'elle collecte les méconduites qui existent et qu'il voit les progrès. Ça sert à rien d'agiter les bras et de prêcher si on n'est pas capable d'évaluer ce qu'on a fait. Alors pour évaluer, il faut des chiffres. Donc c'est le boulot de chacun. Alors les sites dédiés, je vous en ai dit un mot, Retraction Wash et PubPeer, et la grande presse aussi. Alors, je vous montre simplement, parce que c'est récent, l'étude qui a été faite par Michel Dubois et Catherine Guasparé à Sorbonne Université pour les chercheurs CNRS de Sorbonne Université. Ils ont eu un taux de réponse de 20%. Alors, ça, c'est taux de réponse pour un scientifique, ça semble vraiment très bas. Nous aussi, quand on avait envoyé pour le rapport des questionnaires aux universités, on avait eu un taux de réponse à 35%. On m'avait dit, mais c'est formidable. Donc, en fin de compte, il faut s'habituer aussi au fait que nos retours sont loin d'être ce qu'on attendrait, ou sont loin d'être exhaustifs. Ceci étant dit, il y a 30% des répondants qui disent qu'ils connaissent mal les règles de l'intégrité scientifique en 2022, alors que il y a maintenant obligation faite d'un enseignement à l'intégrité scientifique en sciences depuis 2017. Donc 5 ans plus tard, c'est quand même c'est pas bien. Ils disent qu'ils ne connaissent pas la zone grise, c'est-à-dire pratiquement ce à quoi ils sont peut-être sans doute plus tentés d'exploiter médiocrement ou de façon fallacieuse le résultat. 20% disent que ce sont les autres qui plagient. Alors ça, c'est une chose assez intéressante. La méconduite scientifique est contagieuse. C'est toujours les autres. Quand on regarde sur l'épaule du voisin, on trouve qu'il y a plus de gens qui ne sont pas intègres que de gens qui sont intègres. C'est quand même surprenant. Alors 25%, alors en plus, là c'était fait dans le cadre du Covid. 25% acceptent le franchissement de certaines règles du fait de l'urgence et 29% sont contre. Et ça, c'est un point important parce que c'est un vrai point. Est-ce que finalement, au moment du Covid, il était envisageable, compréhensible, d'arranger les résultats pour faire bref, parce qu'il y avait urgence de montrer que telle thérapeutique était supérieure à telle autre. Moi, je pense que ça a été une catastrophe. Et simplement, vous voyez que cette question-là est traitée de façon, je dirais quand même, un peu problématique par un grand nombre de chercheurs. Je dis les jeunes plus que les aînés parce que dans leurs études, ils ont séparé en fonction des âges. Et les jeunes sont plus tentés à utiliser des méthodes que nous appelons des méthodes questionnables, qui sont en fait des méthodes critiques en termes d'intégrité scientifique que les aînés. C'est encore vraiment problématique puisque c'est aux jeunes que nous faisons les cours. Les vieux comme moi, ils font des cours de haut, mais les jeunes, ils sont dans le terrain et c'est à eux qu'on fait cette formation sur l'intégrité scientifique. Donc c'est un vrai problème. 14% ne tiennent pas compte de résultats qu'ils jugent intuitivement
comme non pertinent. Ça, c'est une tentation qu'on a tous. Ce point-là, il est aberrant. Mais oui, je me rappelle, il faisait très chaud dans l'annuaire les jours-là. Donc, on peut pas inclure ce rat. 11% modifie la méthodologie. C'est un nom qu'on appelle le p-hacking. C'est-à-dire que ils vont éventuellement restructurer complètement l'hypothèse initiale pour qu'elle soit en accord avec les résultats trouvés, que le fameux p inférieur à 5%. Alors 6% ne donne pas les détails de la méthodologie suivie, ce qui rend irreproductible au passage leur résultat. Et voilà. Alors, l'enquête vient de paraître pour le PSA en l'UNICEM, qui n'a rien peut-être à envier. Alors ça, peut-être que Ghislaine nous pourra en dire un peu plus. Cette même équipe de sociologues vient de publier l'enquête sur intégrité scientifique et éthique, responsabilité sociale. Le point intéressant et qui est positif, parce que je voudrais quand même donner du positif, c'est que les chercheurs INSERM, dans cette étude-là en tout cas, s'estiment avoir une part de responsabilité sociale dans leur conduite de recherche. C'est un point important sur lequel je reviendrai parce que c'est quand même un levier fort de savoir que nos jeunes s'estiment responsables de la production de résultats dans la mesure où ils peuvent influencer une politique socio-économique, et je terminerai un peu par là. Alors, l'irrésistible ascension, oui, parce qu'en 99, l'INSERM était la première à créer une délégation à l'intégrité scientifique avec Michel Hatchwell, avec Martine Mingner, et puis il y a eu aussi des ratés. Il y a eu un rapport que Jean-Pierre Alix en 2010 qui a été fait sur l'intégrité scientifique, qui a été enfoui par le ministère de la Recherche, mais il y a eu en 2015, la charte nationale, un rapport et une lettre circulaire en 2010, qui met en œuvre une politique de recherche intègre et responsable. Avec quand même, vous voyez, des résultats, puisque il y avait seulement 8 établissements, universités ou organismes de recherche qui adhéraient aux grands principes de la charte de déontologie qui avait été produite en 2016, qui était en fait une charte sur l'intégrité scientifique adoptée notamment par la PHP et la conférence des présidents d'université. Et puis une mise obligatoire de formation à l'intégrité scientifique au cours du cursus doctoral, la désignation d'un référent intégrité scientifique, le conditionnement du financement des projets à la mise en place d'une politique d'éthique et d'intégrité scientifique par l'établissement. Alors ça, c'était une chose sur laquelle nous souhaitions, c'est que et en amont et en aval du projet existe, si vous voulez, un souci et un contrôle, soyons clairs, de politique d'intégrité scientifique au niveau donc de l'ANR, qui va juger que le projet est issu d'un établissement ou d'un organisme de recherche qui adhère à l'ensemble de la politique d'intégrité scientifique, et à l'issue de la recherche, le HERS va vérifier que les résultats sont produits dans une université ou un organisme qui a une politique d'intégrité scientifique bien établie. Et puis la création de l'Office français d'intégrité scientifique. Alors, les référents intégrité scientifique, je vais pas m'étendre là-dessus. Ils sont nommés par le chef d'établissement, qui a beaucoup de responsabilités dans toute cette affaire-là, avec des missions qui, sont quand même importantes, très importantes, mais en sachant que ils réfèrent, en fin de compte, au président d'université ou au président d'organismes de recherche, sur lequel repose réellement une responsabilité forte, car non seulement il va mettre en place éventuellement un comité ad hoc avec les suggestions qui lui seront faites, mais en même temps ce sera à lui de traiter et de dire en fin de compte si quelle est la sanction ou non qui va être prise. Alors l'office est quelque chose qui a été créé donc par Thierry Mandon en 2017. Je vous encourage vivement à regarder son site, avec notamment la lettre mensuelle ou quelque chose comme ça, qui est très intéressante. Ça montre l'évolution, si vous voulez, de la réflexion. L'office, s'est mis en place progressivement, comme vous le voyez, mais à l'heure actuelle, il agite des sujets qui sont d'importance, comme les points SIGAPS.
On va se retrouver avec Bruno Rioux et d'autres la semaine prochaine au HCERS pour discuter des points SIGAPS qui posent problème. Je vais pas vous refaire le topo là-dessus, mais c'est intéressant dans la mesure où l'Office prend là une responsabilité d'animation, une discussion sur ce sujet. Alors les causes et manquements. On aimerait bien travailler là-dessus de façon pertinente, c'est difficile. Tout le monde sait que, bien sûr, la promotion individuelle, les enjeux de carrière, tout cela joue un rôle important. Il y a des enjeux financiers tout autant. N'oublions pas les enjeux et les positions idéologiques. C'est une réalité, je l'ai vécu dans un cas particulier, et donc on peut être amené à avoir un dossier qui est faussé par une position idéologique où il peut y avoir une tentation à modifier ou à truquer, en tout cas à biaiser les résultats. Ceci pose immédiatement, bien sûr, pour nous, toute la communauté, les critères d'évaluation de la recherche. Je viens de vous parler de façon allusive des points SIGAPS, mais vous le savez très bien, on est évalué sur la bibliométrie. Alors, il y a eu des propositions, là encore, au passage, venant des États-Unis, mais en fait venant d'une société, la Société Biologie Cellulaire, qui en 2012, a proposé une déclaration of research assessment, c'était une déclaration d'évaluation de la recherche, en signalant la limite des indicateurs, facteurs d'impact, qui n'a rien à voir d'ailleurs en fait avec l'intérêt d'une publication, c'est l'intérêt de la revue, c'est plus un facteur de notoriété de la revue qu'autre chose, le H-index. Alors moi ça m'énerve parce que dans les demandes de prix à l'Académie des sciences ou à l'Académie de médecine, on voit des beaux dossiers, mais vraiment très intéressants avec les 5 publications majeures, un petit résumé superbe. Mais celui qui présente le dossier ne veut pas s'empêcher de dire son facteur H en pensant que celui de l'examinateur, sans doute, est bien inférieur au sien. Mais donc d'abord, ça irrite l'examinateur, et deuxièmement, ça va contre ce que nous souhaitons vraiment, c'est abolir le facteur H. Alors moi, je pense qu'il faut se dire ça et arrêter de classer les gens, parce que sinon on va mettre les facteurs H en premier de la liste, et puis il n'y a plus rien à faire. Voilà. Donc ceci, je vous parle franco-français, mais c'est aussi européen. Et il y a eu une déclaration européenne commune pour modifier l'évaluation de la recherche qui s'est tenue en 2022, et espérons que ceci sera suivi. Alors, je dirais simplement que dans l'évaluation de la recherche, je crois qu'un élément important a été le plan sur la science ouverte, qui est un plan, là aussi, européen, un plan mondial, mais aussi un plan français depuis 2018. Il y a un plan gouvernemental sur la science ouverte, avec l'ouverture à la fois des publications, l'accès libre aux publications dans des conditions différentes suivant les modèles que l'on a, ouverture des données, ce qui pose aussi quand même des problèmes, notamment en médecine ou dans les sciences humaines et sociales, et ouverture des logiciels, des algorithmes pour pouvoir traiter les données. Alors, je crois que c'est un élément très important et qui a contribué, et l'Office a aussi travaillé sur ce sujet, à améliorer, je dirais, l'intégrité scientifique. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on n'oublie pas la science participative, le fait de faire participer des citoyens aux données scientifiques ou même à la confection, parfois d'instruments, et à leur utilisation, c'est un élément positif. Parce que ça apprend aux citoyens ce que c'est que les difficultés de la recherche, et travaillant aussi de cette façon-là, ils voient comment les données sont traitées, l'utilisation des statistiques, ils sont participants réellement à la production scientifique.
Alors, l'Académie des sciences a créé un groupe de travail sur l'évaluation de la recherche et de la science ouverte, et même un groupe de travail qui est dirigé par Alain Israël, qui est le référent intégrité scientifique de Pasteur. Voilà, donc vous voyez, on prend chacun nos responsabilités, sachant bien que nous sommes une petite goutte dans une mer un peu agitée, mais enfin, je crois que c'était important aussi qu'on puisse y réfléchir. Alors, on va terminer par le politique. Le politique est vraiment essentiel là-dedans. Ainsi, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a produit un rapport au moment où le décret sur l'intégrité scientifique et certains aspects de la loi LPR, la loi de programmation de la recherche. Donc, cet office a créé un rapport « Promouvoir et protéger une culture partagée de l'intégrité scientifique » qui résume très bien. Et là, vous avez deux parlementaires de bord opposés, un député et un sénateur, mais ce rapport a fait consensus lorsqu'il a été produit. C'est tout à fait heureux. Et donc, cette loi LPR du 20 décembre 2020, avec un décret de 2021, un an après, qui introduit donc l'intégrité scientifique dans le code de la recherche, qui introduit le serment du chercheur. Alors ça, c'est une originalité française. On s'est un peu inspiré de notre serment d'Hippocrate, mais il y a d'autres serments dans les professions, pharmaciens, vétérinaires, etc. Il y a d'autres serments, mais voilà. Alors il y a eu un petit remue-ménage. Comme là on est plutôt en sciences biologie santé, vous n'avez peut-être pas vu, mais les sciences humaines et sociales, ça les a un peu hérissés. On a eu quelques mails et quelques flèches un petit peu difficiles, mais enfin bon, je crois que maintenant c'est devenu une règle, et je crois que c'est bien que quelqu'un s'engage, c'est ça le serment, devant ses pairs, devant l'Assemblée, puisque les thèses sont publiques, à produire une recherche de qualité telle que on vient de la définir. Et puis, il y a plusieurs autres aspects dans ce décret, qui est la déclaration d'intérêt préalable d'une expertise publique. Alors, je voudrais pas qu'on oublie aussi la déclaration de Bonn sur la liberté de la recherche scientifique. À un moment où il risque d'y avoir ça bouge de partout, y compris sur le plan politique, tout le monde le sait, où il peut y avoir des tentations, je dirais, extrémistes. C'est quand même fondamental que cette déclaration de Bonn, qui a été faite en 2020 sur la liberté de la recherche scientifique, existe. Liberté de définir les questions de recherche. Droit de partager, diffuser et publier ouvertement les résultats. Liberté d'expression d'opinion, très important. Il y a là aussi je dirais, une séance, plus qu'une séance, peut-être un colloque même au Collège de France sur la liberté d'expression des chercheurs. Promouvoir une réflexion juridique préalable à une réglementation sur l'intégrité scientifique et les libertés académiques. Et la déclaration de Bonn souhaitait un renforcement de l'espace européen et de la recherche. Alors, je vous montre cette diapo que j'aime bien. Je n'aime pas la diapo pour l'homme que vous voyez ici, mais j'aime bien la diapo parce qu'elle montre cet homme-là qui, de façon véhémente, contredit les météorologistes officiels. Les météorologistes officiels disent que l'ouragan que Trump décrit comme balayant les côtes de l'Alabama, cet ouragan-là ne va pas faire de dégâts. Il n'y a pas besoin de prendre des précautions particulières. Ce qui était d'ailleurs quelque chose de difficile à dire, compte tenu de la difficulté de prévoir le climat. Et Trump dit, il en a rien. Et non seulement il dit, vous avez tort, mais en plus, il stigmatise les météorologues en question qui ont eu une carrière vraiment modifiée. Ce que je trouve très intéressant, c'est ce qu'a fait Joe Biden dans la semaine qui a suivi sa nomination, enfin son intronisation à la Maison-Blanche, c'est de mettre en œuvre une task force pour s'assurer que les décisions gouvernementales prises sur des bases scientifiques soient fondées sur des arguments scientifiques
qui soit intègre. Et donc, il a mis en place une force de travail avec pour chaque agence, environnement, santé, informatique, nucléaire, etc., il a mis en place des sortes de référents qui sont responsables devant le gouvernement pour que si une mesure est prise et qu'elle s'appuie sur des données scientifiques, les dites données scientifiques soient vérifiées, soient considérées comme intègres et que on ait ainsi une evidence-based policy, de la même manière qu'on a une evidence-based medicine, cette evidence-based policy soit forte. Et quand on voit le nombre de personnes impliquées dans cette task force, leur niveau, l'importance que ceci représente les agences gouvernementales, on peut dire que c'est une très belle initiative. Et ce sera intéressant de voir au bout de quelques années justement comment ceci a pu contribuer à éviter des dérives sur lesquelles le public va immédiatement se précipiter quand une décision est prise, alors que les données de base, les sources, ne sont pas correctes. Donc je crois que c'est vraiment un point intéressant. Voilà. Alors il y a tellement de questions en suspens que je les liste rapidement. C'est la complexité des cas, c'est quelquefois terriblement difficile quand on a 4-5 laboratoires de pays différents. Les possibilités de recours, ça me semble essentiel. Nous vivons dans un monde où on peut avoir recours et les procédures doivent être contradictoires. Ceci nous évitera peut-être, je l'espère personnellement, c'est mon point de vue, une judiciarisation des fraudes et des méconduites scientifiques qui sont quand même appliquées dans certains pays. La protection des lanceurs d'alerte est une vraie question. Je le sais pour avoir récemment à l'Académie des sciences interviewé un lanceur d'alerte, c'est un problème. Tout ceci pour essayer d'éviter ce qui vous a déjà été raconté sur les fraudes, les fake news, etc. Voilà. Alors, moi, je crois aussi qu'on est dans un monde qui vit vers une économie de l'intégrité scientifique. C'est-à-dire que, finalement, ce qui était un cas anecdotique, une histoire de chasse, quelque chose d'amusant à se raconter à la fin d'un repas, c'est devenu quelque chose d'extrêmement sérieux, de responsable, d'une prise de conscience de responsabilité, et que on a créé aussi autour de cela toute une économie, avec des gens qui sont impliqués, des gens qui travaillent là-dessus, qui ne travaillaient pas là-dessus, des revues qui s'intéressent à cela, des spécialistes qui sont mandatés par tel et tel organisme ou journaux pour travailler là-dessus, des gens qui vont corriger au niveau, par exemple, des grands journaux, les statistiques proposées par les auteurs, etc., etc., des séminaires, des colloques et naturellement des réunions internationales. Il y a toute une économie qui se crée. Elle est souhaitable, mais en même temps, il faut avoir conscience que nous créons un monde autour de nous qui s'agite autour de ce sujet. J'ai pas parlé, mais ça c'est pour la discussion éventuellement, bien sûr, de tout ce qui est éthique et plus exactement éthique, intégrité scientifique et données numériques, sciences numériques et intelligence générative. Donc je terminais en disant que finalement, cette irrésistible ascension, elle est quand même intéressante à considérer. Il faut toujours regarder les choses de façon prospective. On a la chance maintenant de les faire aussi de façon un peu rétrospective. Quand on voit d'où on est parti, on peut dire que quand même, on a progressé. Mais plus on progresse, plus on s'aperçoit que c'est difficile et qu'il y a plus de choses qu'on ne croyait. Mais ça s'inscrit quand même, je crois, dans un souci de responsabilité. Je pense que les chercheurs réfléchissent maintenant à cet exercice de métier de chercheur autrement. Et c'est ça le point intéressant. Dans les questions que j'ai eues à l'occasion de nombreuses conférences de ce type, je suis frappé par le fait de la responsabilité que les jeunes ont maintenant de la production de leur travail et que ceci s'inscrit dans une dynamique qui est positive. Voilà. Alors je remercie Rémi Giquel avec qui j'avais fait ce rapport. J'ai souvent discuté avec Hervé Maisonneuve, il le sait. Avec Frédéric Coulet, c'est important d'avoir quelqu'un qui s'occupe de droit à côté de vous. De Michel Leduc aussi. Et puis les nombreux référents intégrité scientifique. Je savais pas que Ghislaine viendrait, mais je la remercie de vive voix. Voilà, je vous remercie tous de m'avoir écouté. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette conférence. Deux questions avant de passer la parole à l'audience. La première, c'est la position de l'Office français d'intégrité scientifique sur le fait qu'il n'y ait qu'un seul référent pour un grand établissement comme une université. Ça me pose deux problèmes. D'abord, quantitatif. On voit bien qu'avec la croissance des problèmes, un seul référent va pas pouvoir gérer tout seul. Et aussi qualitatif, je vois mal comment, dans mon université, une même personne va pouvoir gérer la faculté des lettres et sciences et ses multiples UFR. Ça, je comprends sur le plan qualitatif. Les maths, l'informatique, enfin, des domaines complètement différents. Et surtout ce qui est faculté de santé, là, j'ai un autre problème. C'est chaque fois que je suis confronté, moi, à nécessité de faire un audit sur l'intégrité scientifique, d'emblée, je me trouve dans une situation où je ne peux pas faire ça tout seul du côté universitaire, parce que le plus souvent, la recherche qui est conduite, elle est pas juste biologique, elle est translationnelle, voire translationnelle et clinique, voire clinique, et qu'à ce moment-là, j'ai un partenaire habituel sur les UMR, université, INSERM, mais aussi un autre partenaire qui est l'hôpital. Et dès qu'on touche aux patients, il y a des circonstances autour des données patients qui font que l'expertise se trouve plutôt du côté hôpital que du côté université ou clinique. Donc, je comprends qu'il faut qu'il y en ait qu'un, comme il n'y a qu'un seul président ou présidente d'université. Par contre, même si on change le terme de référent d'intégrité scientifique, je verrais bien à ce qu'il y ait des chargés de mission sur les différents domaines qui aident le référent intégrité scientifique. J'ai trouvé que la position de l'Office était pas adaptée à ce qu'est en train de devenir la multiplication des problèmes d'intégrité scientifique. Alors, je peux pas répondre pour Stéphanie Ruffy, qui dirige maintenant donc l'Office. C'est vrai que quand on a créé l'Office, on a créé les choses de façon relativement simple. Voilà, un office, un référent intégrité scientifique pour un grand organisme de recherche comme le CNRS, sans parler d'une grande université comme Sorbonne Université. Ça semble un peu étroit, je dirais, et qu'il faudrait maintenant que les choses prennent une certaine importance, un certain volume, une certaine ampleur. Il faudrait sans doute, mais là, je partage ton point de vue. Il faudrait sans doute augmenter. Je vois mal comment, en plus, pour trouver. Alors il y a un vrai problème aussi, pour trouver les spécialistes. Nous avons été à l'Académie des sciences interviewés par le CEA pour une histoire grave de fraude. Et c'était pas facile de trouver pour le référent intégrité scientifique, je dirais, des personnalités. Il faut avoir un réseau suffisant. Donc, étant donné que ceci prend une expansion, il faut, je crois, effectivement, moi ce serait mon point de vue, mais il faut en discuter avec les responsables de l'Office, oui. Il n'y a pas de dogme. Non, mais... Dieu merci. Deuxième point, je vois comment évolue la recherche clinique et je pense qu'il y a un petit peu de retard sur la recherche, on va dire, biologique, au sens large, sur les résultats négatifs. Et on voit que avoir un résultat négatif pendant très longtemps, c'était la certitude en recherche clinique de ne pas pouvoir le publier. C'est différent. On voit que de très grandes revues, notamment le JAMA, publient très régulièrement des grands essais correctement faits, mais avec des résultats négatifs. Je trouve que c'est encore rare d'avoir des chercheurs en biologie fondamentale arriver à publier des résultats négatifs, alors que finalement, s'ils ont été correctement faits, ils sont peut-être aussi importants. Ils ferment des portes pour les autres chercheurs de pas refaire ce résultat qui a été négatif. Et là, il y a peut-être encore à évoluer de ce côté-là, comme d'ailleurs sur les autres thématiques, sciences humaines, mathématiques, que sais-je. Un commentaire là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que les registered reports, comme on les appelle, c'est-à-dire déposer une méthodologie sur une plateforme et pouvoir s'assurer en quelque sorte que les résultats pourront être publiés, c'est très important. Je dirais même que il y a des effets pervers qui peuvent exister. Par exemple, dans une communauté relativement resserrée, sur un sujet pointu, on sait qu'un tel raconte des histoires. Mais personne ne va finalement s'attaquer parce que les vrais spécialistes, les experts qui vont au Gordon Conference, qui est la Mecque,
On dit, bon, très bien, on l'entend, par charité, on le laisse parler, mais on ne tient aucun compte des résultats, mais qui seront publiés dans la littérature, mais qui seront repris dans des revues pour alimenter, finalement, une histoire qui est fausse de A à Z. Et ça, je parle vraiment en connaissance de cause. Je vais pas naturellement rentrer dans le détail parce que on m'accuserait d'être quelqu'un qui plaide contre, je dirais, certains groupes qui utilisent ce type de technique et qui imposent finalement à une communauté non préparée, non experte, des faux résultats. Merci de vous présenter avant de poser vos questions. Stéphane Athème, merci beaucoup Pierre pour cette présentation passionnante. Je voulais juste vous poser la question suivante. Vous l'avez bien dit, un chercheur, l'étape essentielle, c'est le processus de génération des données qui jusqu'à présent se faisait essentiellement au sein d'équipes ou d'une unité avec des approches méthodologiques qui étaient contrôlées par l'unité. Les progrès de la science sont en train de bouleverser ce processus-là, puisque de plus en plus sur les projets qu'on mène, les données sont générées ailleurs, notamment avec le développement de toute la génomique, de la transcriptomique, des singles transcriptomiques, etc. Et reviennent des données qui sont générées ailleurs, avec des analyses souvent extrêmement compliquées, et on n'a pas les moyens, ni intellectuels, ni techniques, finalement, de pouvoir les vérifier. On a des très beaux violin plots, on a des tas de représentations graphiques qui envahissent d'ailleurs toutes les revues. Quand on a ça, on est très content parce qu'on a l'impression qu'on a le passeport pour pouvoir publier. Et là, je pense qu'il y a une vraie inquiétude parce que vous avez dit donc il y a un contrôle par l'investigateur, mais là, l'investigateur, ça lui échappe, ce premier processus. Et il faudrait probablement, je pense, avoir des structures, mais qui sont probablement au niveau international, pour que cette intégrité des données, de ces sources de données, puisse être vérifiée de façon presque indépendante des investigateurs. Oui, c'est tout à fait juste. Si on regarde, je vais prendre une revue peut-être la plus emblématique dans ce domaine-là, c'est Cell. La revue Cell, pour ceux qui sont pas familiers, c'est une revue où on a le maximum d'exigences avant une publication, exigences notamment en termes de modèles. Si on fait une observation en biologie cellulaire, on va demander de la biologie moléculaire, on va demander des animaux génétiquement modifiés et éventuellement même un travail clinique. Tout ça dans un article. L'auteur principal ou les auteurs principaux sont incapables de juger la qualité des différents contributeurs, qui eux-mêmes sont incapables de juger de la qualité et de la rigueur des autres contributeurs. Si bien que, je sais, dans mon entourage proche, il y a eu des articles qui ont été stigmatisés par PubPeer, à juste titre, sur des aspects pointus, de gens qui sont très honorables et qui, ne peuvent pas être considérés comme des fraudeurs. Ils ont simplement rajouté leurs résultats aux autres. Et même celui qui coordonne l'ensemble du papier, l'investigateur principal, celui à qui on va se rapporter, n'est pas capable de tout comprendre. Donc ça, c'est un vrai sujet. Alors, les données, en plus générées par des compagnies, parce que quand même, il faut voir ce qu'il y a. Un chercheur maintenant, c'est un trader. Il cherche à faire le maximum d'argent en demandant des grants, et il va sous-traiter la création de telle souris, de tel modèle cellulaire et l'étude génomique à large échelle d'une partie de UK Bank. C'est un autre métier qui est en train de se faire, et c'est à nous aussi de travailler là-dessus. Moi, je suis trop vieux pour travailler là-dessus. Déjà, j'ai du mal à comprendre les abstracts qui me sont proposés. Donc, mais c'est un vrai sujet. Et je pense qu'il faut l'aborder exactement comme tu le dis. Mais il y a du travail. C'est essentiel de faire ça. Hervé Maisonneuve, oui. Pierre, merci. Dans le cas du LancetGate, il se trouve qu'un mois avant, le New England avait publié le même type d'études sur moins de malades, sur la même base de données, sur le Covid, sur des médicaments cardiovasculaires, article qui n'a posé aucun problème à qui que ce soit, qui a posteriori a été retiré. Donc, comment expliquer que dans un cas au New England, on ne dise rien, et que dans un cas au Lancet, tout le monde parte? D'autant, si j'avais été reviewer au Lancet et j'ai lu l'article, je pense que ça aurait été un boulot de fou, d'accord?
Et je pense que j'aurais accepté de le publier en tant que reviewer, en le relisant même après, hein, d'accord. Et question subsidiaire, il a été rétracté parce qu'on n'a pas eu accès à la base de données. Il n'a pas été rétracté pour fraude. Personne n'a un quelconque argument. Comment fait-on, quand on est au Lancet, pour reviewer une base de données de 96 000 dossiers dans un temps qui permette de donner les résultats de la recherche puisqu'on était sous pression? Oui, alors c'est le problème de l'éditeur, accepter ou non ce type d'article. Mais ce type d'article qui montrait... Alors je sais même pas... L'idée quand même de l'éditeur, c'était de se dire à la fin, il y a beaucoup de patients, ils sont traités par l'hydroxychloroquine, ils vont pas mieux. Donc on peut imaginer aussi que du côté de Marseille, ça a dû bouger et que ça a peut-être fait éclore, je dirais, un certain nombre de controverses, hein, n'est-ce pas, sur ce papier. Mais voilà, il y a eu une tentation qui a été faite. Si à partir du moment où on peut pas maîtriser, je dirais, méthodologiquement, rigoureusement, les patients, la méthode utilisée, etc., je trouve qu'il y a un vrai problème de l'éditeur d'accepter ce papier pour révision. Non, mais il faut pas. Ça pose un vrai problème. C'est le problème de la curation ce qu'on appelle la curation des données. Hein, moi, je veux bien qu'on fasse des études à large échelle avec des milliers de données, mais si les données sont fausses, on va faire que multiplier les erreurs, c'est tout. Je peux faire un commentaire là-dessus. Christian Formatano, j'ai été impliqué dans le Lancet Gate puisque le Lancet m'avait demandé de rédiger le commentaire associé à l'article que j'ai dû rétracter et le republier. Donc je sais très bien comment ce papier a été reviewé. Je sais qu'il a été reviewé effectivement rapidement, que des critiques majeures ont été faites par les référés et que ces référés n'ont jamais eu l'occasion de voir une seconde revue. L'éditeur l'a accepté en direct. Donc il y avait bien des critiques qui avaient été faites et l'éditeur là-dedans a été effectivement léger en ne resoumettant pas la version révisée aux gens qui l'avaient révisé. J'ai eu cette information-là parce qu'en tant que rédacteur du commentaire, je me suis renseigné. Mais surtout, ce qui est frappant quand on lit le premier article, pour revenir au problème des données massives, c'est que les rédacteurs précisaient que la façon dont les données avaient été gérées en base de données, donc sur cette gigantesque base de données qu'ils prétendaient avoir, était conforme à 2 standards de la norme ISO, donc quelque chose d'extrêmement exigeant, et à un standard de gestion de données massives de la FDA. Et donc la question qui se pose, c'est quand on lit ça dans les méthodes, est-ce qu'on a des raisons de douter de la parole des gens qui disent, voilà, on a été conforme à une procédure de validation de données massives, ou bien est-ce qu'il faut dire, je rejette le papier tant que je n'ai pas la preuve absolue que vos données massives ont été effectivement bien gérées. Ça pose un problème générique pour toutes les études épidémiologiques qui reposent sur des données massives pas toujours très bien vérifiées. Certaines revues, notamment en recherche clinique, demandent à ce qu'un statisticien indépendant ait analysé les données de l'essai. C'est ce qui se passe pour la plupart des essais cliniques. Là, par exemple, j'imagine qu'il n'y a pas eu de statisticien indépendant. Ou c'était inclus dans le fait qu'il passait par des normes ISO, etc. Oui, enfin, c'était conforme à l'état de l'art de la gestion de données massives. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, pardon, pour les essais thérapeutiques complexes, les journaux ont leurs statisticiens, ils reprennent les données de base pour pouvoir refaire eux-mêmes les statistiques. Et moi, je crois que c'est la solution. Voilà, il y a le reviewer, je dirais académique, qui fait son boulot non payé, ça lui prend un temps. Faut voir aussi ça, qui délègue à quelqu'un d'autre, à un jeune, qui ne l'a pas fait. Donc, moi, je crois qu'il y a aussi une professionnalisation du référé. Ça c'est un sujet. Hein. En fait, c'est peut-être là que l'apport de la science ouverte sera le plus important sur la capacité qu'on a de réanalyser des données. Bah oui. Et effectivement, dans le cas du papier du Lancet, le problème, c'est que les auteurs, enfin l'auteur de Surgisphère,
a refusé l'accès aux données, prétendant qu'il avait des contraintes légales qui l'empêchaient de fournir ces données, ce qui est hautement suspect, on est bien d'accord. Mais on n'a jamais eu la preuve qu'il y avait eu de fraude qui avait été faite. Et par ailleurs, le message du papier est conforme à d'autres signaux qu'on a eus dans d'autres études. Donc je ne pense pas que le papier soit faux en expliquant les dangers. D'abord, l'inefficacité de l'hydroxychloroquine dans le Covid a été prouvée et son potentiel danger a également été montré dans différentes autres données épidémiologiques. Donc c'est une sorte de paradoxe que ce papier rétracté est probablement exact. Je vais un peu changer de sujet, mais à peine. Il y a en fait quelque chose dont on parle jamais et auquel je suis personnellement assez sensible, c'est les aspects qualité. Parce que je pense que rentrer dans une démarche de qualité, respecter un certain nombre de critères de qualité, ce qui sont pas suffisamment faits, à mon avis, dans les unités de recherche, même si l'INSERM fait beaucoup d'efforts là-dessus. Sont des garde-fous qui permettent de ne pas s'écarter d'un certain nombre de ne pas avoir, par exemple, de résultats trop anormaux parce que la pipette marchait pas bien, parce que l'étuve n'était pas à la bonne température, parce que plein de trucs, parce que les échantillons étaient mal conservés, etc., etc. Donc, je pense que c'est important de le mettre aussi. Alors, juste ce que tu as dit semble contredire ça, puisqu'ils avaient, semble-t-il, été compliants avec des critères de qualité. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les critères de qualité sont différents les uns des autres. Si on prend 9001, par exemple, c'est beaucoup plus laxiste, entre guillemets, que par exemple ce qu'on demande au laboratoire de biologie médicale, parce que aussi les enjeux sont pas tout à fait les mêmes. Quand on est un laboratoire de biologie médicale, il faut rendre des résultats et il faut qu'ils soient justes, qu'on soit certain qu'ils soient justes pour pouvoir traiter correctement le patient. Juste un commentaire dans ce que tu racontes, Christian. L'un des points importants, c'est que finalement, on voit qu'il y a eu une faille entre le reviewing qui posait des problèmes majeurs, critique majeure, et le rédacteur en chef, on voit bien pourquoi, qui va faire passer le papier sans permettre d'avoir un échange et finalement de solutionner ce problème des révisions majeures. Et le fait que le papier soit exact, la plupart des fraudes de Darcet qui sont évoquées dans la souris truquée, sa méthode, c'était de publier un papier dans une technique d'imagerie nouvelle, reproduisant des choses déjà obtenues, et donc le résultat attendu était ce que tout le monde attendait. Là, tout le monde attendait que la chloroquine ne fait rien et tue des malades. Tout le monde attendait ça, donc le papier, il a plus de chances de passer, et c'est des techniques de fraudeurs habituels que de publier des choses qui sont parfaitement crédibles par ailleurs. Je voulais juste ajouter, pour prolonger ce que disait Pierre, l'extraordinaire développement de la recherche sur la recherche, c'est le terme, voilà, qui permet qui se penche sur tout ce qu'on est en train de dire là. Étudier les méthodes, étudier les contrôles, voir quelles sont les façons de tester des données, voir quelles sont les façons de designer des protocoles, s'interroger sur les biais cognitifs en recherche, enfin tous les aspects de ce qui est une amélioration des standards, hein, parce qu'il ne faut pas seulement dire tout ce qui ne va pas parce qu'on n'a pas bien fait, il faut aussi être tout le temps dans la poursuite d'une amélioration des standards de la recherche, des standards méthodologiques. Donc ça, actuellement, ça se développe énormément, et je voulais aussi ouvrir sur cet aspect très prospectif, mais très positif. Oui, alors je ne suis pas scientifique et je suis bien contente qu'il y ait ce débat ici sur l'intégrité scientifique, vu ce que nous avons vécu, nous, en tant que citoyens lambda, lorsqu'il y a eu toute cette crise Covid et surtout cette arrivée de l'hydroxychloroquine. J'avais tout de suite vu qu'il y avait un problème, puisque je suis très curieuse. Mais moi, ce que je vois, c'est que quelles répercussions cela a sur le public, tout simplement, et la panique que cela a amené, et surtout le charlatanisme. Ça, c'était épouvantable. On a vu arriver tous les magnétiseurs,
Enfin, tout. Et bien sûr, on a vu monter cet anti-vax qui est déjà très très présent depuis très longtemps en France. J'avais écrit un petit papier là-dessus. C'est quelque chose qui est récurrent malheureusement à travers le temps. Et ma question est comment éduquer la population. Bien sûr, c'est un problème scientifique, c'est un problème politique, pour que cette population puisse justement comprendre de manière plus simple toutes ces données et ne plus... c'est effrayant une épidémie, on y va, hein, mais qu'elle puisse mieux aborder justement la nouveauté, comme on l'a vu avec le vaccin ARN, et pas cette poussée folle, je ne vaccine pas parce que l'ARN, je me méfie. C'était aussi... Voilà, ça c'est ma question. Et l'autre chose que je voudrais évoquer, c'est que si nous voulons une population scientifique, nous avons besoin de politiques qui soient aussi un peu avec un abord scientifique. Alors moi, depuis De Gaulle, j'en connais plus beaucoup. Hein. Voilà, alors je vous mets ça un petit peu sur l'avant de la scène. Je partage complètement votre point de vue. C'est très difficile d'amener les politiques à la science. Il y a eu un essai qui a été fait au moment de la réforme de l'ENA. Au moment de la réforme de l'ENA, beaucoup d'énarques, mais d'énarques établis et de scientifiques se disent « oui, c'est une bonne moment, on va avoir des séminaires justement sur, mettons, l'intelligence artificielle, etc. » Pas une demande, pas un séminaire. Donc voilà, c'est pas leur préoccupation, c'est pas comme ça qu'ils vont être, j'imagine, jugés, qu'ils vont faire leur carrière, et donc voilà, nous avons là un fossé. Alors, quand nous avons eu le G7 en France, le G7 c'est intéressant quand même parce que le G7 réunit donc les 7 pays les plus évolués sur le plan, je veux dire, la puissance économique, et donc on a eu un G7 à Paris où les académies des sciences des 7 pays étaient censés faire des propositions au gouvernement. Propositions qui n'ont pas été suivies, mais ça, c'est un détail, comme vous vous en doutez. Mais comme j'étais responsable à ce moment-là par le hasard de la direction de cette affaire-là, on a fait 3 propositions. Une première, sur intelligence artificielle et santé. Une deuxième proposition sur l'enseignement, ce que vous dites, chez les jeunes, comment faire pour promouvoir, etc. Et une troisième séance sur la science participative. Donc vous voyez, on n'a pas parlé, je sais pas moi, des nouvelles techniques génomiques et des plantes ou des hommes ou des animaux. On a parlé de choses qui structurent la recherche. On peut faire toutes les techniques qu'on veut, mais le point important, finalement, dans les débats qu'il peut y avoir sur les modifications chez les végétaux, c'est de voir quelle est la technique, quelle est la rigueur, quelle est les protocoles qui sont mis en place pour pouvoir savoir ce qui va se passer, comment se font les contrôles, etc., etc. Malheureusement, ce qui fait la grande presse, c'est pas ça. C'est quelqu'un prend une position et toc, on est pour ou contre la Cour européenne. D'ailleurs, c'est passé à peu de choses près, les nouvelles techniques de génomique pour les plantes. Donc, si vous voulez, je partage votre point de vue. C'est un combat de tous les instants et qui ne fait que commencer avec l'intelligence artificielle générative. Hein. Dernière question. Merci beaucoup. Alors, je voudrais pas... Moi, je suis un petit peu inquiet quand je t'entends dire qu'il faut que les données, les reviewers aient accès aux données, mais c'est renoncer aux données massives. Il faut qu'elles soient relevées, recueillies avec des critères qui soient fiables. Et puis voilà, parce que ça me paraît différent. Quant à la vérification des calculs statistiques, en dehors de quelques guignols, les gens, ils ont fait leurs calculs avec des statisticiens qui ne pourront pas être démentis par quelqu'un qui leur fera. Moi, je me souviens que quand on travaillait sur l'hypertension gravidique avec Pierre-François Ploin et Michel Beaufils, Bréard, il nous disait, vous voulez un petit P à combien? Parce qu'on voyait bien que tout pouvait éventuellement basculer. Donc, je crois qu'il ne faut pas rejeter les données massives, parce que on est en train de constituer à l'AP, par exemple, un entrepôt de données de santé. Il faut pouvoir s'en servir. Maintenant, si c'est pour après dire on va vérifier. Enfin, il y a un dernier point, c'est qu'il y a des données qui sont pragmatiques et pas forcément
parfaitement exact. Peut-être que dans certains domaines de la biologie, c'est possible, mais par exemple, quand on fait un travail en chirurgie oncologique, on se reporte sur des données histologiques. Or, dans les données cancer, pas cancer, on sait très bien qu'en revoyant 100 plaques de cancer, il y en a 4 au moins qui ne sont pas des cancers, et inversement. Donc il faudrait peut-être demander aussi aux reviewers de revoir les lames. Soyons raisonnables, faut à un moment se donner les moyens d'utiliser les données, sinon on va plus avancer. Bien sûr, je suis d'accord avec ça. Je dirais simplement pour les plaques, les choses changent, puisque maintenant on a un traitement informatique, mais il y a d'autres biais. Non, d'accord. Mais le point intéressant, ça va être les biais maintenant. Quels sont les biais, justement, qui, dans le traitement automatique censé être, alors là, rigoureux, automatique, non biaisé par l'homme, on va voir des biais. Le meilleur exemple que je connaisse, c'est le névus cutané. Vous avez peut-être vu l'article dans Nature il y a pas tellement longtemps, où c'est merveilleux. Il y a 280 000 plaques de névus qui sont analysées, bénin, malin, et on a un algorithme merveilleux. On se fait photographier son affaire, on l'envoie, et donc avec l'algorithme qui est supérieur à un panel d'une vingtaine de dermatologues authentifiés, ça marche. Sauf que l'algorithme a été fait sur qui? Mais sur des blancs. Et quand on a commencé à avoir des gens de couleur, eh ben, ça se plante à 50% pratiquement. Donc, réfléchissons là aussi encore un peu, Dieu merci, de quelle couleur étaient les experts dermatologues? Les médecins américains, pour trouver un médecin américain noir au niveau dermatologue et qui va participer à ce type d'études, il faut se lever de bonne heure. Un grand merci, Pierre Corvol. Pour cette conférence et cette discussion, on se retrouve en haut pour ceux qui ont d'autres questions à poser à Pierre Corvol. Merci à tous d'avoir été là.